Il y a beaucoup de gens qui, dans la musique de leur vie, trouvent que ça va pas. Ils sont pas bien, il manque quelque chose, ils sont pas parfaits. Toujours cette idée, voilà, les gens ne s'accueillent pas. Leur obsession, c'est de se changer. Tant qu'on nourrit ça, eh bien, on ne change rien. On brasse de la souffrance. Et en réalité, la clé, c'est vraiment quand je décide de ne plus rien changer, quand j'ai décidé d'accueillir ce que je suis, d'être en paix avec ce que je suis, c'est qu'à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir te transformer, mais justement d'une manière harmonieuse. Pas, voilà, harmonieuse. Pas en guerre, en volonté, mais juste dans le lâcher-prise. Mon travail, c'est d'amener les gens à jouer au piano et de les amener à oser sur le clavier les notes. Ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart du temps, les personnes, elles vont vers ce qu'elles connaissent. Elles posent leurs mains sur le clavier et elles jouent un do. Et puis elles vont faire un mi, un sol, et elles vont faire leur musique avec ces 3 notes, toutes contentes de faire quelque chose de très joli. Alors évidemment, quand elles ont fini, c'est très joli, mais en même temps, elles sont complètement désespérées parce que ça fait des années qu'elles tournent en rond sur ce très joli. Et toutes ces notes qui sont autour, voilà, les si, les do dièse, les fa, etc. Toutes ces notes, elles n'osent pas les jouer parce qu'elles ont peur, elles ont une peur terrible de la dissonance. C'est vraiment ça, la peur de la fausse note, c'est quelque chose que j'ai pu constater qui est récurrent, et ce, quel que soit le niveau de la personne. Même des professionnels, parfois, quand je leur demande d'improviser, d'abord ils sont très intimidés, certains tremblent, et puis ils se mettent en pression. Comme ils sont professionnels, ils se mettent une sorte de défi, comme ça, ils se mettent à jouer, et puis ils tombent toujours dans les mêmes ornières, les mêmes accords, les mêmes harmonies. Et finalement, oui, ok, il y a de la technique, il y a du savoir, mais il n'y a pas de vie. Après, quand on le transpose dans la musique de la vie, eh bien, on se rend compte que quand les fausses notes arrivent, eh bien, pour beaucoup de personnes, c'est un drame. C'est comme si à un moment donné, presque, l'univers avait pu conspirer contre elles. C'est vécu de manière très douloureuse, et comme si les fausses notes ne devaient pas arriver. Et je crois que nous avons une très mauvaise définition de ce qu'est la fausse note. Une fausse note ne brise pas une harmonie. Une fausse note, par nature, va tout simplement agrandir une harmonie. Et ça change tout. C'est une autre perception de ce qu'est finalement la musique de la vie. Et on se rend compte que la musique de la vie, à chaque instant, elle nous envoie d'ailleurs entre guillemets ces fausses notes. Ça s'appelle quoi les fausses notes? Ça s'appelle déjà une majeure que nous allons tous connaître, c'est la mort. Avant, c'est la maladie. Et puis avant ça, ce sont les accidents. Les accidents, c'est après toutes ces fausses notes entre nous, les malentendus, les quiproquos, les maladresses, et qui génèrent parfois des violences. Mais c'est la vie. C'est la musique de la vie. C'est inévitable. Lorsque les personnes sont déstabilisées quand des fausses notes surviennent, c'est qu'en fait, elles ne sont pas dans leur axe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de le travailler au piano. De pouvoir expliquer aux personnes que lorsqu'elles vont jouer une note, une basse, eh bien, cette note, elle va déterminer vraiment l'axe sur lequel tout va se poser. Et à commencer, elle va représenter le soi, ce que je suis, voilà, dans ma réalité. Et puis, cette note va générer un double qu'on appelle la dominante, parce que c'est son harmonique la plus importante, et qui va se retrouver curieusement, et nous verrons pourquoi, qui va se retrouver 5 notes plus loin. Le rapport de la fondamentale à la dominante est un rapport de quinte. Et ce rapport de quinte, il s'avère curieusement qu'on le retrouve dans toutes les musiques du monde, pratiquement. C'est quelque chose qui est utilisé par toutes les cultures, toutes les traditions, et ce, quelles que soient les époques.
Ce rapport de quinte, il est en fait très important. Parce qu'il va nous permettre vraiment justement de nous donner un cadre. Et dans ce cadre, pouvoir jouer toutes les notes, même les fausses, et ce avec une très grande tranquillité, une très grande quiétude, une grande sérénité. Parce qu'avec ce cadre, on ne peut pas s'égarer. Évidemment, la tonale va représenter le soi et la dominante. Qu'est-ce qu'elle va représenter? Comme son nom l'indique, elle va représenter ce qui domine chez moi, c'est-à-dire ma nature. Cette nature, c'est très compliqué, curieusement, parfois de l'accueillir, parce qu'il y a un dicton qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Sous-entendu que ce naturel semble plus fort que tout, et qu'apparemment, même si on essaie de le chasser, il revient. Et il faudrait essayer de faire en sorte qu'il ne revienne pas. Je dirais que moi, je pense que pour atteindre le sommet de la conscience, je pense qu'il nous faut justement ne pas chasser notre naturel, l'accueillir et en faire quelque chose. Fais quelque chose de ta nature, de qui tu es. C'est peut-être pour moi là ce qu'est vraiment le sens du chemin spirituel. La grande aventure de l'existence, pour moi, elle commence déjà dans l'émerveillement de qui je suis. Et aussi de l'émerveillement de ces fausses notes, de mes failles, de mes maladresses, de les accueillir parce qu'il faut que je prenne conscience que c'est normal. Ça fait partie de ma nature humaine. C'est quelque chose qu'il nous faut bien comprendre, c'est que curieusement, finalement, on nous a éduqués, on nous a appris surtout à l'école que se tromper c'était mal, puisque chaque fois qu'il y avait des erreurs dans nos calculs, dans ce qu'on peut écrire, dans notre récitation, quand il y avait des oublis, que fait le maître? Il nous pénalise. Quand on a oublié ses crayons, quand on est distrait, quand on discute, bref, toutes ces maladresses qui sont propres à notre humanité, on se rend compte qu'en permanence, c'est quelque chose qui est jugé, surveillé et puni. Ce qui fait que du coup, nous allons associer notre insuffisance à quelque chose de mal et donc de coupable. Sur nos bulletins scolaires, il y a une phrase que tout le monde connaît, « peut mieux faire ». Et ce « peut mieux faire », il est pas méchant en soi, cette phrase. Elle te dit que tu es capable. Seulement, quand tu as un peu mieux faire sur ton bulletin, ce qu'on te dit, c'est on te met des mauvaises notes, on te met souvent des appréciations pas toujours chaleureuses. Donc voilà, finalement ce que tu retiens, c'est l'idée que finalement tes maladresses, tes insuffisances, c'est finalement, à force, c'est une tare. Tu deviens finalement nul, tu deviens ce cancre, tu deviens ce bon à rien, cette personne, celle-là, il n'y a rien à en tirer, lui, il n'y arrivera jamais. Enfin, toute cette violence du jugement qu'on connaît, qu'on a pu entendre. Et là, pour moi, c'est une véritable démolition de ce que nous sommes. Et ce peut mieux faire, on va le porter avec soi, j'ai pas d'autres mots, pardon, mais il va vraiment se métastaser et on va vraiment le trouver à tous les niveaux de notre vie. Voilà, le matin, quand on voudra prendre sa douche, tout nu devant le miroir, on sera là et puis on sera là à se regarder et on pensera « peut mieux faire ». On n'arrive même plus à s'accueillir, ce sentiment d'être insuffisant, voilà, dans son physique, insuffisant dans sa façon d'être, dans sa vie, voilà. Puis c'est au travail, dans le milieu de l'entreprise, voilà. Et puis c'est dans son couple, au lit, au quotidien, voilà, ce peut mieux faire, cet insuffisant qui est tout le temps là, permanent. Alors on essaye, alors on fait des efforts, et toute notre vie on est là à essayer finalement de prouver quelque part qu'on voit un peu quelque chose. Et c'est ça qui est terrible. On se rend compte que notre existence, qui est tellement courte,
voilà, qui dure face à l'échelle d'une étoile. La vie humaine, c'est une fraction d'instant. Et pendant cette fraction d'instant, on ne s'émerveille pas. Pendant cette fraction d'instant, on se considère une fausse note, du tout venant, une grosse merde. Tu te rends compte? Voilà. Et ce qui est en plus terrible, c'est que ce qu'on nous a appris à faire, c'est à chercher la fausse note chez l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'autre en s'émerveillant, en étant touché, en vibrant, finalement en l'accueillant, eh bien, là aussi, on nous a appris à avoir ce regard, je dirais presque d'inquisiteur. Cette inquisition, finalement, elle s'est quelque part posée sur notre cœur, même si, malgré tout, la compassion et l'empathie, j'ai pu remarquer, et l'altruisme est présent, il y a quand même en contrepoint, toujours, voilà, comme ce ver dans le fruit, ce côté, voilà, voilà, où on va chercher inconsciemment la faille, le défaut, et surtout, derrière ça, en tirer des conclusions, voilà, juger et en tirer des conclusions, souvent bien hâtives. Tout mon travail, c'est d'amener les personnes à prendre conscience de ce qu'est une fausse note. Quel est le sens de la fausse note? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? D'ailleurs, finalement, pourquoi la vie nous envoie des fausses notes? Après tout, ça commence déjà là. La vie, je l'ai dit tout à l'heure, elle nous envoie les accidents, la maladie, la mort, on n'a rien demandé. La vie, et je crois que d'ailleurs, si les humains sont en colère, parfois on peut se demander pourquoi l'homme est en colère contre la Terre. Moi, je pense qu'il a quelque part une rancune profonde vis-à-vis de la vie. C'est que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Et je crois que l'homme, il n'accepte pas ça. Donc il y a une sorte de colère qui fait qu'à un moment donné, il se venge, voilà, de ça. Et puis l'homme, il a sa fierté, à la limite, je dirais presque qu'il n'a pas envie que ce soit la vie qui décide. L'homme, il préfère se donner la mort lui-même. Ça peut parfois aller jusque-là. Voilà, il est comme s'il était maître finalement, de son histoire. C'est ce texte de Vigny, je crois, sur les destinées, qui traduit tout à fait cette problématique. Ça a toujours été la grande question, finalement. Est-ce que je suis maître de mon destin, ou est-ce que je ne suis qu'un pantin désarticulé ou tenu par des fils, voilà, et je ne maîtrise rien. Quelque chose de plus grand que moi, qui me dépasse, m'amène là où je dois aller, même si je ne le veux pas, ce n'est pas moi qui décide.
Et moi, je crois qu'il y a les deux. Il y a les deux. À la fois ce plus grand que moi qui me conduit vers là où je dois aller, et en même temps, je crois que j'ai cette capacité de pouvoir jouer avec ce plus grand que moi. Et je dirais pas d'égal à égal, mais voilà, plus je vais m'abandonner, plus je vais être dans l'accueil, plus finalement il se passe quelque chose d'assez étonnant, d'assez magique, plus je vais me mettre au service, et plus à un moment donné, finalement ce plus grand que moi va se mettre aussi à mon service. Bien souvent, les fausses notes, on les rejette, on les refuse. Et puis, après, si on arrive à en comprendre le sens, alors il y a un temps comme ça où il nous faut les accueillir. Donc on va passer par une étape qui s'appelle le pardon. Et ce pardon, finalement, on pourrait croire que c'est l'étape finale. Voilà, j'ai pardonné. Ou je me suis pardonné. Et en fait, le pardon, ce n'est pas l'étape finale. La finalité, c'est la gratitude. C'est vraiment d'arriver à remercier ces fausses notes, même les plus terribles, les plus effroyables. Et ô combien, je le dis là maintenant, ô combien moi-même je ne sais pas si je serais capable d'être en gratitude. Et je crois, enfin en toute humilité, que des jours j'y arrive. Et puis peut-être, comme le temps, comme la météo, peut-être que dans la météo de mon âme, il y aura des jours avec des ciels gris, et peut-être que des jours je n'y arriverai pas. Ça me semble très infantile d'imaginer une sorte de quelque chose de figé. Voilà, c'est pas figé. C'est vraiment ça qui me semble important. Du coup, on va sortir, voilà, de l'image du bon élève, vous voyez, qui fait tout bien, qui a tout réussi. Ça y est, j'ai atteint le sommet de la conscience, j'ai la sagesse. L'histoire d'Abel et Caïn, ce sont deux frères qui finalement, l'un c'est Abel qui est vénéré, aimé, il fait tout bien, il est reconnu, il est apprécié. Et puis Caïn qui n'est pas très doué, en plus il est donc du coup il est oublié, il est un peu méprisé, un peu ignoré et excédé de ça, jaloux. Puis en plus Caïn, il n'est pas très malin, parce que jaloux, il tue son frère Abel. Alors évidemment, pour la lecture paresseuse, ce serait de dire, Caïn est coupable, il a tué son frère, et c'est très mal. Donc il faut condamner Caïn. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que dit l'histoire aujourd'hui, elle se répète, on se rend compte que qu'est-ce que nous avons fait, nous, surtout la civilisation des Blancs européenne, mais bon, ça s'est aussi produit avec d'autres peuples. Quand on est allé vers les autres, on n'a pas dit je t'aime, on a dit nous sommes les meilleurs, nous sommes les Abel, nous faisons tout bien, et vous, vous êtes les Caïns. Vous êtes la sous-race, les sous-humains, les sous-développés. Et donc de ce mépris, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous ces Caïns, aujourd'hui, ils ne rêvent que d'une chose, c'est tuer les Abel que nous sommes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces guerres insensées. Donc moralité, faire la belle crée la bête. Et moi je reste convaincu qu'aujourd'hui, vouloir être le plus fort, c'est une folie.
Au piano, quand les gens jouent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque tout d'un coup je leur dis « tu sais, tu as le droit de faire des fausses notes », je vois la personne tout d'un coup qui respire, qui souffle, comme si je lui enlevais un poids énorme. Voilà, elle a le droit de faire des fausses notes. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tout le groupe qui est là, qui assiste, qui participe au stage, eh bien, ça soulage tout le monde. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque la personne joue, et qu'elle va oser une note qui sort de son système, eh bien, lorsqu'elle prend ce risque, on le sent déjà, on le sent, voilà, c'est quelque chose, c'est dans le non-dit, et tout d'un coup, plus la personne va oser, et je vois le groupe, les gens, ils ont tout simplement la banane, ils sont là. Et il y a une sorte de joie incroyable. Plus la personne va oser, finalement, c'est une permission qui est donnée aussi aux autres de pouvoir le faire. C'est quelque chose d'incroyable, qui est complètement libérateur, et qui fait un bien juste essentiel. La plupart des gens viennent avec leur histoire, ils viennent avec leurs blessures de vie, qui ne sont pas simples, ils viennent avec leurs souffrances, ils viennent avec aussi leurs sentiments, pour la plupart, de dévalorisation, ce sentiment que j'évoquais tout à l'heure, d'insuffisance, et que la vie, finalement, la vie et l'amour, c'est pas pour eux, c'est pas pour elles, ces personnes. Donc c'est des souffrances, ce sont des solitudes, voilà, c'est tout ça qui arrive. Il y a aussi cette société qui est assez anxiogène, des gens qui n'en peuvent plus, qui en ont marre de ces nouvelles, de toutes ces guerres, des maladies, de toutes ces histoires, et qui en plus, et c'est quelque chose qui est en plus repris par, je dirais, tout le monde du divertissement. Le cinéma, par exemple. Le cinéma, finalement, je crois qu'il a été un outil de propagande du système, pour nous amener à nous désaimer. Si on voit des films comme James Bond, ce sont des films grand spectacle, très bien faits, et je peux comprendre que ce soit un film de divertissement agréable, mais ce film, qu'est-ce qu'il nous dit? Méfie-toi des autres, surtout méfie-toi des jolies femmes. Let's stop playing games. Who was that man in your room? You're hurting me. I thought that was the idea of tonight. Now, who was he? I don't know what you're talking about. Now, who's your connection? You sound like a cop to me. Who's your connection? There's something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Speak up, darling, I can't hear you. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment... si on prend la série The Invaders, les envahisseurs, c'est cette série culte des années 70, elle nous dit méfie-toi de tout le monde, là. Les envahisseurs. Avec Roy Tines dans le rôle de David Vincent. Ça peut paraître anodin, mais c'est finalement ce qui se passe. D'ailleurs, c'est toujours cette notion de valeur humaine. Hein, c'est-à-dire, ma valeur, c'est quoi ma valeur? Et j'ai dit tout à l'heure qu'on ne nous a pas appris quelle était notre valeur. On nous a souvent appris l'inverse. Je n'ai pas de valeur. Je ne vaux pas grand-chose. $15 000, 19 000, 21, 25. Et 4,29. D'ailleurs, quand on le revendique, quand on commence à oser, à montrer un peu aux autres sa valeur, tout de suite, tu as des gens qui disent hey, « Oh, tu te prends pour qui ?» Voilà, on se rend compte que le jaillissement n'est pas reçu.
Rarement il est reçu, il dérange. J'invente rien. Les plus grands artistes, on les a appelés les artistes maudits. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont pu créer de leur vivant, c'était pas reçu. Satie est mort dans la misère, Mozart, n'en parlons pas, Mahler, il a fallu attendre 50 ans, Camille Claudel, les trois quarts ont vécu dans la misère, seuls, souvent méprisés, ignorés. Et donc, quelle force, quel feu ils ont eu de donner, malgré ce rejet permanent. Et ça, pour moi, si on veut parler de sommet de la conscience, il est là. C'est ça, la haute conscience. C'est quand tu vas donner, toi, voilà, et quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, et tu donnes, parce que c'est plus fort que toi. Voilà, tu as envie de donner un message, ta vision des choses au monde. Voilà, parce que tu ne peux pas faire autrement. Et pour moi, ça, ces êtres-là, c'est des grands maîtres spirituels. Et curieusement, ces grands maîtres spirituels, ben oui, parfois ils buvaient, parfois ils fumaient, parfois ils aimaient mal. Voilà. Nous sommes des hommes. Et je crois que c'est important d'arrêter d'aujourd'hui, pour moi, de diaboliser l'être, les êtres, quels qu'ils soient. Tout commence là. Pour moi, le sommet de la conscience, il est là, c'est quand je vais porter un regard sur l'autre qui est en face, un regard bouleversé. Ça va commencer quand je vais réaliser que les fausses notes qu'il incarne, parfois, ne sont que je dirais, des résonances de mes propres fausses notes. Et elles sont cadeaux, parce que je rappelle que la fausse note ne brise pas une harmonie. Une fausse note agrandit une harmonie. Si je joue une musique sans fausse note, je vous assure, c'est insupportable. Vous tenez pas une minute. Voilà, il y en a pour qui ça dure toute la vie, une musique sans fausse note. Et ça n'a pas de sens, c'est insupportable, on se rend compte que c'est complètement étroit, étriqué, ça nous enferme. Et donc, la dissonance, par nature, va bousculer, elle ne va pas nécessairement briser, mais elle va tout simplement proposer une ouverture. Une fausse note, finalement, c'est quoi? C'est une note, c'est comme une fenêtre qui s'ouvrirait, ou une porte qui s'ouvrirait, mais derrière, c'est tout noir. Voilà, il y a de la nuit. Alors évidemment, le réflexe que nous avons, c'est de refermer la fenêtre et la porte, parce que ça fait peur. Et l'idée, c'est au contraire d'y aller, hein, c'est vraiment d'y aller. C'est cette différence hein, qui n'est plus... voilà, j'ai évoqué la différence comme étant un mur, voilà, il faut fermer, mais plutôt un seuil, on va ouvrir et je vais franchir le seuil. Voilà, ça c'est toute ma responsabilité en humanité, elle est de franchir le seuil. Donc je vais, avec la dissonance, quelque part, franchir le seuil et inévitablement m'agrandir. Parce que tout simplement, Mozart, Beethoven, Chopin, tous les compositeurs, voilà, Brahms, Wella, enfin tous, quoi. Hein? Vous remarquez mon humilité. Eh bien, on se rend compte que... Pourquoi c'est génial? Mais parce que dans leur musique, il y a de la dissonance. Il y a de la fausse note. Alors, on ne l'entend pas, pourquoi? Eh bien, nous ne l'entendons pas parce que le musicien accueille la dissonance. Voilà, il la met dans sa partition. Et là, du coup, lui, le compositeur, il a cette responsabilité de cette note. Il dit, j'en fais quoi? J'en fais quoi de cette note? Et là, c'est tout le sens de ce que j'appelle la responsabilité, voilà, du latin habilitas respondere, c'est-à-dire habilité à répondre. Or, ce qu'on dit souvent aux gens, on dit aux gens, tu n'es pas légitime, tu n'es pas apte, tu n'es pas habilité, parce que, pour telle ou telle raison, tu n'as pas fait telles études, alors que par nature, tu es habilité à répondre. C'est ta nature même. À répondre à quoi? Aux fausses notes de la vie. Le problème, c'est que on a appris aux gens, quelque part, en
éradiquant les fausses notes, en les condamnant, eh bien on leur a appris finalement, on leur a enlevé ce sens de la responsabilité. Les gens ne voient pas le sens de la fausse note. Du coup, ils ne répondent pas aux fausses notes. Quand les fausses notes arrivent, c'est souvent un drame, c'est grave. Voilà. Si c'est un gamin à l'école qui ne marche pas, c'est très grave. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu seras un clochard. Voilà. S'il y a des fausses notes amoureuses, ouh là là, mais ça c'est très grave. Tu es obsédé. Et si c'est des fausses notes, voilà, parce que tu veux partir, ouh, mais qu'est-ce que tu fuis? Et toujours on voit quelque chose comme si c'était, voilà, très grave. Et qui ne laisse pas de perspective. Alors du coup, on met les gens dans la peur. Et quand ces fausses notes arrivent, non seulement on les met dans la peur, mais on les met aussi dans la position de la victime, qui a subi la fausse note. « Ah, c'est pas de ta faute ». On ne met pas la personne en face de son devoir, qui est celui d'accueillir la fausse note, de l'accueillir en gratitude pour pouvoir la transformer et en faire quelque chose, c'est-à-dire la rendre belle. Et c'est ce que nous enseignent les compositeurs. Pourquoi c'est bouleversant, Mozart? Parce que tout simplement, Mozart, eh bien, va y avoir de la dissonance. Et là, on écoute cette note, il nous amène où, là? Et tout d'un coup, il les amène vers leur résolution harmonique. Et c'est ça qui nous bouleverse. Et quand la résolution harmonique vient, wow, c'est comme si le ciel se déchirait, qui était gris, lourd, chargé, et tout d'un coup, le soleil apparaît. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, les auditeurs, eh bien on est là, on écoute, on pleure, on ne peut que pleurer. Et pourquoi on pleure? Mais parce que Mozart vient de nous donner la solution à notre problématique. Nous, pourquoi la musique c'est si important? Mais parce que tout simplement, notre vie est parsemée de fausses notes. Elle est pleine de toutes ces blessures, voilà, de ces maladresses entre nous, quand on s'est frotté, voilà, des histoires où j'ai pas été voulu, et après quand on grandit, les maladresses dans la sexualité, à l'école la violence, quand on est, voilà, les histoires, puis les ruptures, et puis les rejets, etc., etc. Donc on arrive avec tout ça, voilà, et on sait pas quoi faire. Et là on écoute Mozart, et Mozart il te dit juste, savoure, accueille, savoure et regarde. Waouh! Et en fait, ça nous soigne, ça nous fait du bien. Alors, comment le transposer finalement dans la musique de notre vie? Ben, c'est simple, c'est la même chose. C'est déjà, si je prends cette attitude vraiment du remerciement, voilà, de ces fausses notes qui sont là pour m'agrandir, tout d'un coup, je vais saisir le sens de ce qui me fait souffrir. Et quand on saisit le sens, eh bien tout d'un coup on se libère de la souffrance. De fait, l'harmonie finalement va s'installer, elle va se poser. Parce que c'est ainsi que les choses se font. Quand je vais prendre conscience de la dissonance et que je vais l'épouser, eh bien je vais me mettre en mouvement, je vais faire ce qu'il faut pour la transformer. Tant que je me crispe dans la colère, ben je ne fais rien, je reste dans la colère. Et pire, cette colère va être même un outil contre la situation qui m'a mis en colère, contre la personne qui m'a mis en colère. Je t'en veux, toi. Et il y a des gens comme ça qui passent leur vie entière à en vouloir aux autres parce qu'il y a eu un jour une maladresse. Et tristement, il y a pour certaines personnes, pour qui c'est devenu ça, une sorte de... c'est devenu très lucratif. Ça devient très rentable, la souffrance. Donc, quand on en revient aux personnes, finalement, quand elles jouent au piano, et qu'on leur donne la clé de l'axe, c'est-à-dire la tonale et la dominante, eh bien, quand elles vont jouer quelques notes, et c'est très important, je dis bien quelques notes, c'est-à-dire que ça va être un motif de 4, 5, 6 notes, pas plus, et elles vont s'arrêter sur soit la tonale, soit la dominante. Un temps de respiration, un temps de silence. Mais ce temps de silence, le silence, c'est pas une absence de son, c'est l'inverse. Le silence, c'est quand tous les sons
sont unis, sont en résonance. Voilà. Et ce temps de silence, c'est quand je vais me mettre, donc je ne joue plus, je ne suis plus dans l'action, et je vais me mettre dans cet accueil, c'est ça le temps de silence, de toutes les notes qui ont été jouées. Et je vais les savourer, autant les notes justes que les notes pas justes. Et curieusement, ce temps de silence, il harmonise, c'est la nature même du silence. Le propre du silence est de donner sens. Voilà d'ailleurs pourquoi, dans la musique de la vie, bien souvent, les choses finissent par se résoudre avec le temps. Léo Ferré nous dit « va, tout s'en va ». Moi je dirais « non, c'est pas que tout s'en va, c'est que tout s'harmonise ». C'est très, très différent. Le « va, tout s'en va », c'est terrible. Il y a une notion là voilà, comme si on perdait. Et on ne perd rien. Et on se rend compte que toutes ces notes qui ont été jouées, qui ont été données, qui ont été reçues, elles sont là pour agrandir notre cœur. Et c'est ça le grand cadeau de la musique de la vie. Et du coup, ces fausses notes qui nous arrivent, bien souvent, elles ne sont pas comprises au début. Et bien souvent, avec le temps, on en mesure le cadeau et la préciosité. Et donc mon travail, c'est d'amener les gens à est-ce qu'ils arrivent à le mesurer plus vite? Pourquoi attendre une vie, parfois même déjà des décennies, parfois une vie, même je dirais plusieurs. Parfois il faut plusieurs générations pour arriver à être en gratitude. Et moi mon travail, c'est de dire, on peut être en gratitude tout de suite. J'en reviens toujours à l'idée du sommet de la conscience, qui n'est pas inaccessible. Il est dans cette présence en gratitude, simplement avec voilà, ce que la vie m'envoie. Lorsque les gens jouent, et pour la plupart qui n'ont même jamais joué de leur vie, le fait de leur donner les axes sur le piano, tonale, dominante, tonale, dominante, tonale, dominante, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils vont jouer, et ils finissent la phrase sur l'un des axes. Et curieusement, quelles que soient les notes qui ont été jouées avant, même si ça a été joué maladroitement, même si des notes ont été accrochées, et donc il y a eu de la dissonance, mais le fait de revenir à l'axe, eh bien tout d'un coup, c'est beau. C'est ça qui est surprenant. Et là, le travail, c'est de dire aux gens, aux personnes qui jouent, c'est de leur dire accueille les notes que tu joues. Elles ont de la valeur. Elles sont en fait inestimables. Et on en revient toujours pareil, c'est toujours le fond du travail. C'est-à-dire que le fond du travail, c'est de dire aux personnes qu'elles sont inestimables. Quand tu t'es accueilli dans ta nature, voilà, et que du coup, aligné à ce que tu es toi, et que ta nature s'épanouisse tellement que tu la mettes au service des autres. Ce n'est que ça, se mettre au service des autres en utilisant ce feu qui est ta nature, ce feu incroyable. Et il est merveilleux. Ça s'appelle pour moi le déploiement. Le déploiement, du coup, qui permet d'ouvrir les ailes et qui permettent finalement d'atteindre ce sommet. Pourquoi notre civilisation est tragique?
J'ai pas d'autre mot. Elle est tragique. Tout le monde a fait le bilan ici. Mais notre civilisation est tragique parce qu'elle s'appuie sur son socle, qui sont les tragédies grecques. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous aimer? Nous n'arrivons pas à nous aimer parce que justement, nous avons une histoire qui est celle de Narcisse, qui lui s'aimait. Et alors, ça ne lui a pas porté bonheur. Du coup, il y a de quoi devenir schizophrène parce qu'on nous a dit un petit peu plus tard, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes trop, attention, c'est narcissique. Alors, pourquoi avoir raconté cette histoire de cette façon? C'est comme l'histoire d'Icare, tout de même. C'est le premier homme qui vole, et là aussi, qu'est-ce qui se ramasse? Moralité, faut pas voler, ou en tout cas pas trop. Et je crois que curieusement, ce syndrome d'Icare, il se répète aujourd'hui, parce que l'être humain est loyal par nature, et il a tendance finalement à cautionner les croyances dans sa vie. Ce qu'il croit, il le fait. Et le mythe d'Icare, c'est la chute. Et curieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de gens qui sont arrivés très haut dans la société, voilà, qui ont volé, hein, qui ont atteint des sommets, ils chutent, ils tombent. On a vu ça dernièrement là, dans les élections, de ces gens qui deviennent richissimes, qui ont des pouvoirs, et patatras, tout s'écroule. La chute d'Icare. Et il y a plein de personnes comme ça, curieusement, ce n'est pas conscient, qui dans leur vie parfois bâtissent, et puis à un moment donné, ils ont fait quelque chose pour que ça s'écroule. Le syndrome d'Icare. Mais voilà, comme je le dis, encore une fois, là aussi cette histoire se termine mal. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle se termine mal? On aurait pu raconter ces deux histoires bien autrement. Icare donc arrive à s'échapper du labyrinthe. C'est toute une symbolique en fait. Hein. Le labyrinthe, c'est le soi. Hein. C'est comme à quel point c'est difficile d'aller au cœur de soi. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Et quand on arrive au cœur de soi, eh bien, on va trouver une paire d'ailes, voilà, qui nous attend. Ce sont les nôtres. Icare donc va mettre ses ailes pour s'envoler, pour s'offrir le ciel. Et là, l'histoire se termine mal, puisque évidemment, il va prendre le ciel. C'est une forme de prédation finalement, et inévitablement, il ne peut que chuter, c'est logique. Et comment il aurait fallu raconter l'histoire pour qu'elle se termine bien? Eh bien, Icare a trouvé ses ailes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il invite les autres à voler. C'est ça, je crois, le sens pour moi de ce qu'est un véritable Icare. C'est celui qui va se mettre au service du déploiement de l'autre, de cet autre qui a été blessé, qui est souffrant, qui doute, qui ne s'aime pas. Et tout d'un coup, voilà, qui va avoir les clés, les outils pour se déployer. Voilà. Et donc un Icare, c'est celui qui se met au service de ça, qui devient ce que j'appellerais un être agissant. Et un être agissant n'a pas besoin de voler, parce que quand il fait ça, c'est le ciel qui vole à travers lui. Narcisse, il s'aime, il a raison de s'aimer parce qu'il a compris qu'il était unique, qu'il ne se répéterait pas dans l'histoire de l'univers. Et la clé, c'est quoi? Eh bien, il se donne. La grande clé, c'est ça. C'est, tu sais, tu es le cadeau du monde. Offre-toi au monde. Donne-toi. Et c'est ce qu'aurait dû faire Narcisse. Se donner. Et tu te donnes. T'es reçu. C'est super. T'es pas reçu. C'est super. Et ça, c'est vraiment, si on avait raconté les choses ainsi, voilà, de la magnificence que je peux incarner, que je peux porter et offrir, mais c'est ça qui est magnifique. Et évidemment, bien souvent, ça n'est pas reçu. Mais c'est pas grave, pas d'attente. Reste dans ta souveraineté, voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça le sens pour moi de ce qu'est la haute conscience, la haute spiritualité. Je donne tout sans attente. Nous devrions être narcissiques. On devrait se regarder le matin dans le miroir. Ah, je suis belle, je suis beau. Pourquoi? Parce que tu vis 3 secondes et que tu as 3 secondes. Alors au lieu de te lamenter sur ce que tu n'as pas, eh ben, émerveille-toi de ce que tu as.
C'est vrai qu'on a pu hériter des fesses de la grand-mère, du nez du grand-père, ou l'inverse. Mais en attendant, voilà, je suis ce que je suis, et je suis magnifique. Parce que tu ne te répéteras pas. C'est-à-dire que dans toutes les étoiles de l'univers, toutes ces galaxies, c'est une fois toi. C'est une fois cette personne qui est en face. Et toi, tu la regardes avec tes yeux et tu cherches la faille, tu cherches le défaut, tu cherches... Mais émerveille-toi. Il y a ce petit être-là dans l'univers, il reviendra jamais. C'est juste une fois ça, et ça dure quelques décennies. Comment ne pas être bouleversé? Et moi je reste convaincu que la maltraitance de l'humanité vient du fait que nous n'avons pas conscience de cela. Tant que je n'aurai pas conscience de l'immense de l'autre, eh bien je marchanderai à son détriment, je l'utiliserai, j'essaierai de le battre, de le dominer, voilà, parce que je n'ai pas conscience de sa valeur. Et d'ailleurs, comme je n'ai pas conscience de ma propre valeur, ben finalement, cette guerre que je nourris avec moi-même, je la mets à l'extérieur. C'est inévitable. Ce que je nourris à l'intérieur, ce taliban qui est à l'intérieur de moi, puisque je me rejette moi-même, eh bien, il prend forme dans la réalité du monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'équation du miroir, et c'est imparable. Qu'est-ce que nous apprend la fausse note? Eh bien, la fausse note, la dissonance, elle nous apprend à ouvrir notre cœur. Elle nous apprend à développer l'empathie. Elle nous apprend la compassion. Elle nous apprend la tendresse. Elle nous apprend l'amour. Tout simplement. Et c'est le défi de l'humanité aujourd'hui. Quand je lâche mes croyances, voilà, et que j'essaie de m'ouvrir, voilà, au mystère, et que j'essaie de m'ouvrir à ce mystère qui inévitablement va me bousculer, il va me heurter, il va me remettre en question. Et c'est l'autre est mystère, c'est pour ça qu'il fait peur. Mais en même temps, il fait peur et en même temps il éveille un désir. L'autre, c'est tout ça à la fois. Et l'autre, c'est l'aimant. Hein, je l'ai dit, c'est-à-dire il m'attire et en même temps je le repousse, c'est ces deux à la fois. Cet autre, et le sens étymologique de l'autre, du mot autre, c'est ce qui me désenferme. C'est tout à fait normal qu'il y ait des fausses notes entre nous. Il y a parfois des choses comme ça, des blessures qui se sont bâties sur des quiproquos énormes. Et puis parce qu'il n'y a pas eu, à cet instant T, l'humour, la bonne réaction, mais il y a eu la peur, et parfois l'hystérie. Du coup, ça prend des proportions, et l'hystérie, finalement, va nourrir l'hystérie en face. Je crois fondamentalement, hein, c'est que ce rapport à la vie, à la musique de la vie, pour moi c'est un rapport de tendresse infinie. Cette vie qui peut m'envoyer des choses terribles, et pour beaucoup de personnes c'est ça. Tu travailles un matin et tu as un AVC, tu travailles un matin et c'est ton bébé qui lui ne se réveille pas. Voilà, ça s'appelle la mort subie du nourrisson. Et tant d'autres choses comme ça, tant d'exemples, il y en a tellement. La vie peut être terrible. Et c'est comment je vais apprendre vraiment à ouvrir ce cœur. Comment je vais essayer d'être apte à répondre à tout ça.
Moi, je m'en suis voulu énormément pendant des années. Quand j'ai appris que j'avais blessé une personne, on parle des traumatismes, voilà, des blessures. Moi, je peux dire vraiment que le traumatisme peut aussi être pour celui qui a blessé, quand il ne s'est pas rendu compte. Voilà, quand il n'y a pas... Donc, je pense que dans ces histoires, il n'y a pas juste un bourreau, une victime. Pour moi, il n'y a que des victimes. La clé pour moi qui a été celle d'essayer de me pardonner, a été vraiment d'accueillir, voilà, mon manque de discernement, mon manque de mesure. Voilà, j'ai beau dire j'étais jeune, bon, c'est pas une excuse, mais juste dire voilà ce que j'ai essayé de faire pour vraiment au mieux résoudre cette dissonance, cette fausse note de la vie, ça a été justement de me pencher sur la question de la fausse note. Voilà, et donc j'ai écrit des livres là-dessus pour vraiment me dire aux gens, voilà, les fausses notes, c'est la vie, c'est inévitable, ça peut être grave, mais la clé, c'est le pardon, c'est la gratitude qui nous libère de la dissonance. Et plus grave que la fausse note en soi, c'est justement quand il n'y a pas pardon. C'est quand les gens restent toute leur vie dans la rancune, voilà, qui la nourrissent, quand elle est devenue un levier de pouvoir contre autrui. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pourquoi? Il s'est prouvé en neurosciences que le traumatisme, lorsqu'il n'est pas résolu, il se transmet. C'est un marqueur génétique. Et du coup, si on reste avec sa rancune, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on va la transmettre. C'est comme une malédiction. On transmet ça à nos enfants. Le jour où tu es en gratitude avec ton histoire, et j'évoquais au début de cette conférence les fausses notes de nos ancêtres et les mémoires fantômes, eh bien, le jour où je me mets en gratitude avec l'histoire de l'arrière-grand-père qui a commis un inceste, de l'arrière-grand-mère qui a trompé, qui est allé ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un qui a tué, bref. Comme dit Montaigne, toute la condition humaine est inscrite en nous. Et bien quand je suis en gratitude avec tout ça, avec à la fois ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu subir, et à la fois avec tout ce que mes ancêtres m'ont légué, eh bien il y a comme une sorte d'effet domino, comme un film à l'envers, tous les dominos se redressent. Comme ça. Et ça se redresse jusqu'à tes ancêtres. Tout ce qui a été humilié, tout ce qui a été rabaissé se redresse. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas va, tout s'en va, c'est pas tout est vain. Tout d'un coup, ta gratitude fait que tout prend sens. Voilà. Tu es là pour remercier. Tout d'un coup, ta présence n'est plus une présence de colère. Tant que tu es dans la colère, finalement, tu nourris la culpabilité du grand-père ou de la grand-mère. Ça veut dire que la faute est toujours là. Le jour où tu remercies, tu es là pour réparer. Et c'est comme une sorte de guérison qui est instantanée. Voilà pourquoi c'est tellement puissant. Et ça, c'est l'harmonie, c'est l'harmonisation. C'est ça le sens même de la musique de la vie. Et donc dans le travail, dans mon travail, vivre en joie la musique de la vie ou rendre belles les fausses notes de la vie, c'est fondamental. C'est une grande clé qui change tout. Cette clé qui fait que tout d'un coup je vais considérer les choses bien autrement. Je vais me regarder tout d'un coup avec tendresse. Je vais regarder mes fausses notes avec tendresse. Je vais regarder l'autre qui est en face avec ses fausses notes avec tendresse. Je vais prendre conscience de sa grandeur. Voilà. Je ne vais pas chercher à régler mes comptes avec cet autre. Voilà. Parce que parfois il y a les ardoises des ancêtres qui se règlent dans la relation. Il n'y a plus tout ça. Voilà. C'est comme si à un moment donné, tout est pacifié d'un seul coup. C'est immédiat. Pour conclure, je dirais juste que dans ce travail, ce qui se passe, c'est que quand les gens ont joué, quand ils ont cette clé, tout simplement des axes, eh bien, c'est intégré. Voilà. Pourquoi c'est intégré? Parce qu'ils l'ont joué physiquement. Voilà, ils sont au clavier, même un débutant, ils sont au clavier, ils jouent, ils l'éprouvent, ils le ressentent dans leur corps, dans leur chair. C'est complètement vibratoire. Et là, il y a une reprogrammation cellulaire qui n'est plus, donc la cellule ne s'est plus construite dans l'idée de la faute coupable, mais l'idée de la faute qui nous agrandit et qui nous amène vers l'amour. Et ça change tout.
tout simplement, on prend cette note, et cette note donc va traduire le soi. Inévitablement, donc j'expliquais que cette note va générer des harmoniques, et dont une plus importante que les autres, qu'on appelle d'ailleurs la dominante, puisqu'elle est plus importante. Et il s'avère que cette dominante se trouve 5 notes plus loin, c'est-à-dire rapport de quinte, voilà, que voici. Alors c'est assez extraordinaire, parce que combien j'ai de doigts? J'en ai 5. Et donc, chaque doigt sa note, et je vais retrouver naturellement mon rapport de quinte. Et ce rapport de quinte, on le retrouve partout. Et ça, ce sont mes axes. Comme dans la musique de la vie, finalement, on a 7 octaves, on a 7 chakras, 7 portes, 7 points d'appui, et qui fait que, eh bien, là, je vais jouer, je vais explorer cette musique de la vie qui est là, mais en revenant chaque fois sur mes axes. On pourrait aussi dire que le clavier représente, quelque part, notre humanité. Les basses ici, qui va représenter le monde abyssal, le monde tellurique, dans lequel, paraît-il, il y aurait des démons. Alors, point de démons, c'est trop noir, ils ont peur. Et puis ici, les aigus, qui pourraient représenter le monde de l'empyrée, le ciel inaccessible, où, paraît-il, les anges se trouvent, voilà, l'ineffable, et en fait, point d'ange, c'est trop haut. Alors c'est pour traduire simplement l'une des phrases d'un livre remarquable qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange », qui nous dit « L'homme est plus grand que le ciel, tu es plus grand que tout corps céleste, tu es tellement grand que moi-même, je ne peux pas te voir. » C'est cette notion du vaste que nous incarnons. Et donc, évidemment, il est nécessaire qu'il y ait des axes pour ne pas se perdre, des repères. Et donc, heureusement, je vais les jouer. Et quand je vais jouer quelques notes, je vais revenir sur mes axes, comme ceci. Tonale. Dominante. On revient sur les axes. Et on a dit tout à l'heure, Erik Satie, qu'est-ce qu'il fait? Tonale, l'accord tonale dominante avec la tierce qui donne le mode, comme ceci. Et voici la mélodie. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il part de la dominante, et il s'arrête sur la dominante, et il s'arrête sur la tonale. En fait, la respiration musicale se fait sur les axes. Mais finalement, comme dans la musique de la vie. Voilà ce qui va se passer. Dans la musique de la vie, eh bien, on va jouer, il va y avoir de la dissonance, comme toujours, je l'ai évoqué tout à l'heure, on se frotte, on se blesse, on ne se comprend pas, on est maladroit, on n'est pas juste, mais c'est la vie. Et donc, il suffit de revenir sur les axes. Les axes, c'est ce temps de silence, ce temps de, finalement, de quoi? D'assimilation, de pardon et de gratitude qui nous permet de comprendre le sens de ces fausses notes. On peut prendre, comme ça, plein d'exemples. J'ai évoqué Ravel. Hein. Arrêt sur la tonale. Arrêt sur la dominante. Arrêt sur la dominante. Arrêt sur tonale. La respiration musicale, lorsque le thème est long, et comme il est long, eh bien, il fait sa respiration sur les appuis. Prenons la marche funèbre de Chopin. Eh bien, il part avec 2 quintes, ici. Il a bien ces 2 quintes, donc qui sont ses axes, et la main droite, il part de où? Il part de la tonale. Et nous remarquons que le thème est très court, il fait 3 notes. Donc on voit bien qu'il part de ses appuis, et il ne va jamais les lâcher. Hein, si on prend le prélude numéro 6, hein, eh bien, ici, nous avons bien notre rapport de quinte, la tierce qui détermine le mode, et la mélodie, tonale, tierce, dominante, tonale, tierce, dominante. Vous voyez? Dominante, tierce, tonale, dominante. Et ici, on a encore les accords
tonale, tierce. Donc on est tout le temps sur les axes. Les compositeurs ne s'égarent pas. Et quand ils s'égarent, de toute façon, quand ils prennent de la liberté, et c'est très bien, malgré tout, c'est toujours pour nous ramener aux axes. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Donc comment, au niveau musical, comment on peut jouer ça? Eh bien, on prend nos axes sur le piano, on les visualise, 5 doigts. Alors pourquoi le chiffre 5? Parce que le chiffre 5 est un chiffre sacré, c'est le chiffre féminin, c'est le chiffre de la transformation. Et cette transformation, dans la vie, j'ai 5 doigts, je vais transformer la matière, l'argile pour en faire des vases, je transforme avec mes 5 doigts la matière, eh bien, en musique, je vais transformer la dissonance avec ma quinte. Voyez-vous, ce chiffre 5, on le retrouve partout. La Terre a 5 continents, la Terre se transforme. Il paraît que l'embryogenèse se construit mathématiquement autour du chiffre 5. Voilà, il y a les 5 éléments, etc. On pourrait citer comme ça plein d'exemples de ce chiffre 5 qui traduit cette force de la transformation. C'est un chiffre sacré que l'on retrouve dans les grandes traditions, notamment le Svatiska tibétain, qui sont 2 5 croisés. Hein, c'est le chiffre, curieusement, c'est ce symbole, c'est le symbole de la prospérité, c'est le symbole de l'abondance, de la richesse, du bonheur. Et bien pourquoi? Parce que lorsque je transforme, lorsque je magnifie, inévitablement, la prospérité est au rendez-vous. Eh bien, en musique, c'est la même chose. Ici, j'ai mes axes, et quand je vais jouer, je l'ai montré tout à l'heure, je reviens sur mes appuis. Et je m'arrête sur ma tonale. Admettons qu'il y a des fausses notes. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit bien que s'il y a des fausses notes, eh ben, ça va bien. C'est pas grave. Comme exercice, c'est très amusant, parce que tout le monde peut le faire chez soi. On peut prendre son piano, on prend sa main, voilà, petit doigt tonal, pouce dominante, et tout de suite, on les visualise sur le piano, les autres, et on a nos repères, et on peut jouer. Et je le rappelle, un thème court, 3-4 notes, comme on a vu avec Chopin, avec Satie, et ce thème court, donc, qui se termine sur les axes. Et ça, c'est un exercice qui peut se faire. Donc, et là, pour moi, si on revient au sommet de la conscience, je parlerai de l'intériorisation. Si vous jouez, vous faites... Vous voyez, là, vous n'intériorisez pas, vous êtes dans le faire. Si vous intériorisez, vous êtes là dans ce rapport à la note, non plus dans le rapport de l'élève, vous voyez, qui juge sa note, mais vraiment du maître, et vous l'êtes. Vous jouez cette note et c'est toujours la même chose, savourez-la, accueillez-la. C'est pas celle que vous vouliez, c'est pas grave. Vous l'accueillez et tranquillement, vous l'amenez vers votre axe, comme ceci. Et là, sur l'axe, vous savourez. Et vous rentrez comme en prière, en méditation avec votre main gauche. Et là, vous terminez sur dominante. Et vous allez tout simplement vous rendre compte que vous êtes capable de profondeur, que vous êtes capable de créativité. Voilà, que souvent la musique qu'on a décrit comme un art de discipline rigoureux, difficile, réservé à des initiés, eh bien, elle peut être pour tout le monde. Ça, c'est un point. Et puis pour conclure, eh bien, dire simplement que, eh bien, dans la musique de la vie, on pourrait croire comme ça que je banalise les fausses notes, que c'est comme si je les cautionnais, comme si j'invitais presque à dire, après tout, faites-en, c'est pas grave. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'il n'y a pas à essayer d'en faire. Les fausses notes, elles se font, c'est la vie. Je l'ai expliqué longuement tout à l'heure. Et donc, c'est d'avoir les outils pour du coup ne plus être démunis, ne plus sombrer soit dans la culpabilité, soit dans la souffrance, dans la colère, mais de se rendre compte que voilà, c'est là et j'ai les clés pour pouvoir les rendre belles. Et ça, c'est fondamental et ça change toute la vie.
quand tu t'es accueilli dans ta nature. Voilà, et que du coup, aligné à ce que tu es toi, et que ta nature s'épanouisse tellement que tu la mettes au service des autres. Ce n'est que ça, se mettre au service des autres en utilisant ce feu qui est ta nature, ce feu incroyable. Et il est merveilleux. Ça s'appelle pour moi le déploiement. Le déploiement, du coup, qui permet d'ouvrir les ailes et qui permettent finalement d'atteindre ce sommet.